Entre 1936 et 1945, Adolf Hitler resta soumis à un régime médical qui modifia son fonctionnement physique et mental. Ce qui commença comme une réponse à des affections concrètes se transforma en une intervention constante qui altérait son état basal. Chaque phase critique du conflit coïncida avec des décisions prises sous les effets de substances appliquées par son médecin personnel, Théodore Morel. Le traitement cessa d'être clinique. Il devint partie de l'appareil de gouvernement. Combien de la guerre fut décidée par un esprit altéré? Comment l'influence la détérioration neurologique dans ses ordres les plus irrationnels? Et que révèle cette dépendance silencieuse sur l'effondrement du Troisième Reich? Le corps du régime, la dégradation physique du Führer. Depuis sa jeunesse, Adolf Hitler portait en lui les graines d'un corps qui s'effondrerait lentement. Bien avant de devenir le dictateur que le monde connaît, son organisme livrait déjà des batailles silencieuses contre des affections qui marqueraient le reste de son existence. En 1907, quand il avait à peine 10 à 8 ans, Hitler commença à expérimenter les premiers symptômes de ce que les médecins modernes reconnaîtraient comme syndrome de l'intestin irritable. Des douleurs abdominales persistantes, des flatulences incontrôlables et des épisodes alternés de diarrhée et constipation se convertirent en compagnons constants de sa routine quotidienne. Ce n'étaient pas des malaises occasionnels, mais des manifestations chroniques qui affectaient sa capacité de concentration et son état d'esprit général. La documentation médicale de ces années précoces révèle un patron préoccupant. En 1993, The Journal of the American Medical Association publia une analyse exhaustive de son historique clinique, caractérisant sa condition comme un cas typique de syndrome de l'intestin irritable, avec flatulence persistante, coliques diffuses et périodicité de diarrhée et constipation qui s'étendait déjà depuis la décennie de 1910. Parallèlement, Hitler développa une condition dermatologique qui le tourmenterait pendant des décennies. L'eczéma, spécialement concentré sur les jambes, provoquait une irritation si sévère que, selon les registres médicaux de 1936, il ne pouvait pas mettre de chaussettes sans expérimenter des gênes considérables. Cette affection cutanée ne causait pas seulement de la douleur physique, mais alimentait aussi son obsession croissante pour la propreté et son aversion au contact physique casual. L'insomnie s'ajouta bientôt à cette constellation de malaise. Pendant la décennie de 1920, divers témoignages d'assistants médicaux documentent sa dépendance croissante aux somnifères légers comme le Luminal, un phénobarbital qu'il avait besoin pour concilier le sommeil. Les registres d'intelligence alliés de l'OSS mentionnent que déjà alors, il recevait des tonnes de tablettes pour gaz stomacaux, laxatifs, somnifères et mélanges intestinaux, établissant un patron de dépendance pharmacologique qui s'intensifierait exponentiellement dans les années postérieures. Cependant, l'épisode le plus significatif de son historique médical précoce eut lieu le 30 et 1 octobre 1910 à 8, près d'Ypres. L'exposition au gaz moutarde britannique ne marqua pas seulement la fin de son service militaire dans la Première Guerre mondiale, mais révéla une fragilité psychologique qui jusqu'alors était restée cachée. Les registres hospitaliers de Pasewalk et Passau documentent un diagnostic de cécité fonctionnelle, une condition psychosomatique dans laquelle le patient perd la vision sans dommage physique apparent dans les yeux. Ce diagnostic, soutenu par des spécialistes neurologiques de l'époque, indiquait une réponse psychologique sévère au traumatisme émotionnel. L'historien neurologique Victor Shustek décrivit l'épisode comme un effondrement nerveux aigu, sans lésion organique oculaire, associé à un choc émotionnel. La cécité temporaire de Hitler ne fut pas le résultat du gaz toxique, mais une manifestation physique de son incapacité mentale à traiter la nouvelle dévastatrice de la défaite allemande. Pendant son séjour hospitalier, émergèrent les premiers signaux de ce qui, décennies après, se reconnaîtrait comme un trouble neurologique plus profond. Entre 1917 et 1928, l'Europe souffrit d'une épidémie dévastatrice d'encéphalite léthargique, une maladie neurologique qui causait somnolence extrême, rigidité musculaire et, dans beaucoup de cas, altération comportementale permanente. Une étude publiée dans PubMed en 2008 trouva des corrélations significatives entre les symptômes postérieurs de Hitler et les patrons typiques de cette maladie. L'encéphalite léthargique avait une caractéristique particulièrement sinistre. Elle pouvait rester latente pendant des années avant de se manifester
comme parkinsonisme tardif. Les chercheurs identifièrent des similitudes entre la rigidité musculaire, les tremblements légers et la détérioration motrice que Hitler développerait postérieurement et les symptômes typiques de ceux qui avaient survécu à cette épidémie neurologique. Bien qu'il n'existe pas de confirmation absolue, les évidences suggèrent que Hitler put avoir contracté cette maladie dans les tranchées, établissant les bases neurologiques pour sa détérioration postérieure. Les tranchées de la Première Guerre mondiale révélèrent aussi des aspects inquiétants de sa personnalité sous pression. Hans Mende, son supérieur dans le régiment, documenta des comportements qui transcendaient la simple excentricité militaire. Dans ses mémoires, Mende décrivit Hitler comme un soldat qui restait en silence pendant des heures et soudain lâchait des furies contre les juifs ou socialistes, comportements qui lui valurent le surnom d'Adolphe le Fou parmi ses compagnons. Ernst Hanfstaengl, qui maintiendrait une amitié personnelle avec Hitler jusqu'en 1918, fournit des détails encore plus révélateurs sur ces épisodes d'instabilité émotionnelle. Il relata des incidents dans lesquels Hitler abandonnait des conversations de groupe pour s'isoler, demeurant en état d'agitation profonde, suivis par des épisodes de pleurs incontrôlables et explosions de colère. Ces patrons d'hyperréactivité émotionnelle, besoins compulsifs d'isolement et épisodes de volatilité extrême peignaient le portrait d'une personnalité fondamentalement instable sous stress. La documentation médicale de cette période précoce établit 4 conclusions vérifiables qui modèleraient le reste de sa vie. Premièrement, le développement d'un syndrome intestinal chronique et eczéma persistant qui causait malaise physique constant et affectait son comportement social. Deuxièmement, l'instauration de patrons d'insomnie qui requéraient intervention pharmacologique régulière depuis la décennie de 1920. Troisièmement, la manifestation de cécité fonctionnelle en 1910 à 8, confirmée dans les registres hospitaliers comme réponse à un traumatisme émotionnel sévère, ce qui révélait une vulnérabilité psychologique significative. Finalement, la possible exposition à l'encéphalite léthargique pendant la période de 1917-1910 à 8, qui aurait établi les bases neurologiques pour le parkinsonisme qui se manifesterait des décennies après. Cette constellation d'affections physiques, troubles du sommeil, vulnérabilité psychologique et possible compromis neurologique précoce créa le substrat médical sur lequel se construirait sa future dépendance pharmacologique. Quand Adolf Hitler assuma le pouvoir en 1933, il n'était pas simplement un politicien ambitieux, mais un homme dont le corps avait déjà été compromis par des années de maladies chroniques, troubles du sommeil et possible détérioration neurologique sous-jacente. Ces conditions préexistantes n'expliqueraient pas seulement sa réceptivité postérieure aux traitements pharmacologiques agressifs, mais fourniraient aussi le contexte médical nécessaire pour comprendre comment un régime de médicaments apparemment thérapeutiques évoluerait vers une dépendance chimique qui altérerait le cours de l'histoire mondiale. La porte d'accès, l'ascension du Dr Morel. En septembre 1936, un personnage particulier franchit les portes du Berghof avec une mallette pleine de préparations médicales qui changerait irrévocablement le destin de l'Europe. Theodor Gilbert Morel ne semblait pas, en aucune façon, le type de médecin qu'on s'attendrait à trouver dans le cercle intime du leader le plus puissant d'Allemagne. Né à Tremünzenberg, Hesse, le 22 juillet 1886, Morel avait forgé sa carrière médicale dans les salons de la haute société européenne. Ses études en médecine à Grenoble, Paris, Giessen et Heidelberg lui fournirent une formation solide en bactériologie, médecine interne et gynécologie. Pendant la Première Guerre mondiale, il servit comme médecin naval en Méditerranée, principalement à bord de navires hôpitaux, expérience qui lui enseigna à travailler sous pression et à prendre des décisions médicales rapides sans le luxe de consultations prolongées. En s'établissant à Berlin en 1910 à 8, Morel fonda une clinique sur la prestigieuse Kurfürstendamm qui devint rapidement la destination préférée d'aristocrates, entrepreneurs et artistes. Sa méthode distinctive combinait thérapies glandulaires expérimentales, injections vitaminiques de haute dose et remèdes de formulation propre comme le Vitamultin. Ces traitements, bien que scientifiquement questionnables selon les standards médicaux conventionnels, produisaient des résultats apparemment spectaculaires
qui alimentèrent sa réputation comme médecin miraculeux. Son mariage avec l'actrice Annie Morel consolida sa position dans les cercles culturels et économiques d'élite de Berlin. Pendant la décennie de 1920, il refusa des offres lucratives pour servir comme médecin personnel du Shah de Perse et du roi de Roumanie, préférant maintenir sa pratique privée en Allemagne. Il se désignait lui-même expert en endocrinologie naturelle et promouvait des méthodes qui combinaient biothérapie, électrolyse et substances bioactives, approche que la médecine conventionnelle considérait expérimentale dans le meilleur des cas. Quand Adolf Hitler arriva au Berghof cet après-midi de septembre, il souffrait d'une poussée particulièrement sévère d'eczéma inguinal qui lui rendait difficile la marche. Il avait essayé des traitements conventionnels sans succès et sa tolérance envers la douleur avait atteint ses limites. Rudolf Hess, qui connaissait Morel pour avoir été traité avec succès par lui antérieurement, fournit la recommandation qui changerait le cours de l'histoire. Morel examina la condition de Hitler avec la confiance d'un médecin habitué à traiter des cas complexes. Il diagnostiqua une infection dermique aggravée par tension nerveuse et recommanda un onguent antibiotique de sa propre formulation, avec des changements spécifiques dans les sous-vêtements et un régime de repos modifié. Ce qui distingua Morel des médecins antérieurs ne fut pas seulement son diagnostic, mais son approche holistique qui considérait des facteurs psychologiques avec les symptômes physiques. Le résultat fut extraordinaire. En quelques jours, l'eczéma qui avait tourmenté Hitler pendant des mois disparut complètement. Hitler exprima sa satisfaction à ces aides, déclarant que Morel était le seul qui avait visé juste. Cette guérison rapide et apparemment miraculeuse établit une confiance qui s'approfondirait jusqu'à devenir dépendance absolue. En novembre 1936, Morel reçut une invitation pour s'établir comme médecin résident permanent tant à la chancellerie du Reich qu'au Berghof. Cette position lui octroya des privilèges sans précédent dans le régime nazi. À la différence d'autres médecins officiels qui devaient solliciter des audiences et suivre des protocoles stricts, Morel avait accès direct et illimité au bureau personnel de Hitler. Il pouvait interrompre des réunions, l'accompagner dans des voyages internationaux et avait des chambres permanentes assignées dans toutes les résidences officielles. Son ascension météorologique dans le cercle intime nazi généra des tensions immédiates. Joseph Goebbels écrivit dans son journal personnel que Morel était une verrue purulente qui s'infiltre dans le corps du Führer avec des seringues et toniques suspects. Albert Speer fut plus direct dans ses mémoires postérieures, affirmant que le médecin exploitait l'hypocondrie du Führer pour créer une dépendance maladive de ses préparations. Heinrich Himmler, chef des SS, considérait Morel comme une menace potentielle pour la sécurité de l'État. En 1943, il ordonna une enquête secrète sur les médicaments que le docteur administrait quotidiennement à Hitler. Cependant, l'enquête ne produisit pas de résultats formels, en partie dû à la protection absolue que Hitler fournissait à son médecin personnel, mais aussi parce que Morel maintenait des registres méticuleux qui, superficiellement, justifiaient chaque traitement. Hermann Göring, chef de la Luftwaffe, le surnomma avec mépris le maître du Reich de l'injection ou Spritzenmeister, un titre que, ironiquement, Morel adopta avec orgueil comme symbole de sa spécialisation technique. Physiquement, le docteur présentait une figure qui incommodait l'élite nazie. Corpulence évidente, habitude d'hygiène questionnable, manière bruyante en mangeant, et un arôme corporel particulièrement pénétrant qui rendait inconfortables les réunions prolongées. Cependant, ces critiques superficielles cachaient la réalité plus complexe de la relation médecin-patient qui se développait. Morel n'était pas simplement un charlatan opportuniste, mais un médecin entraîné qui avait identifié en Hitler un patient dont les besoins médicaux complexes pouvaient être abordés à travers des méthodes non conventionnelles. Son approche combinait des éléments de médecine légitime avec expérimentation pharmacologique qui, bien que risquée, produisait des résultats immédiats que Hitler valorisait. Pendant 1937, Morel étendit graduellement son traitement au-delà des problèmes cutanés initiaux. Il commença à aborder de manière systématique les problèmes digestifs chroniques de Hitler, son insomnie persistante, les crampes musculaires et les infections buccales récurrentes. Sa méthode préférée était l'administration directe à travers injection,
arguant que les pilules travaillaient trop lentement pour les besoins d'un leader qui devait prendre des décisions rapides constamment. La confiance de Hitler en Morel devint si absolue qu'il refusait de consulter avec d'autres médecins, même pour des conditions qui traditionnellement requéraient des spécialistes. Le docteur Karl Brandt, chirurgien personnel de Hitler depuis 1933, se trouva progressivement marginalisé, de même que le dentiste Hugo Blaschke. Morel était devenu le gardien exclusif du corps de l'homme le plus puissant d'Europe. Les archives de l'OSS américain, compilées après la guerre à partir d'interrogatoires de Morel, révèlent l'extension extraordinaire de son influence médicale. Quand il fut capturé par les troupes américaines à Bad Reichenau en 1945, il portait avec lui 15 mallettes contenant flacons, préparations liquides, pastilles, seringues et formules manuscrites. Pendant ces interrogatoires, il fournit des détails méticuleux sur plus de 70 substances différentes qu'il avait administrées à Hitler pendant 9 ans. Parmi les révélations les plus significatives de ces interrogatoires était le registre systématique que Morel maintenait de chaque traitement. Ses notes quotidiennes documentaient non seulement quels médicaments il administrait, mais aussi les doses exactes, les méthodes d'application, les réactions immédiates de Hitler et les justifications médicales pour chaque intervention. Ce niveau de documentation suggère que, indépendamment des opinions de ses collègues sur ses méthodes, Morel prenait au sérieux sa responsabilité médicale. Cependant, les mêmes registres révèlent aussi le commencement d'un patron préoccupant. À partir de 1937, les annotations du docteur montrent une augmentation graduelle tant dans la fréquence que dans la puissance des substances administrées. Ce qui avait commencé comme traitement spécifique pour affections identifiées évolua vers un régime pharmacologique préventif conçu pour maintenir Hitler dans un état de rendement physique et mental optimal. Pour 1938, le médecin administrait régulièrement jusqu'à 9 injections différentes par jour, une pratique qui aurait été considérée extrême même par les standards médicaux expérimentaux de l'époque. Ces justifications pour cette escalade étaient superficiellement raisonnables. Hitler affrontait des tensions extraordinaires comme leader d'une nation en expansion rapide et son corps avait besoin d'appui pharmacologique pour maintenir le rythme des demandes politiques et militaires croissantes. Pendant le processus de dénazification postérieure à la guerre, Morel fut interné dans un hôpital militaire américain, mais ne fut jamais formellement accusé de crimes de guerre. Ses interrogateurs conclurent que, bien que ses méthodes fussent questionnables, il n'y avait pas d'évidence d'intention malicieuse ou sabotage délibéré. Le docteur insistait constamment que son objectif avait été maintenir le rendement du Führer sans mettre en risque sa stabilité. Il mourut en 1948 en Bavière, victime d'une apoplexie, après avoir passé ses dernières années en état de santé précaire, avec hypertension sévère, dysfonction rénale et dénutrition. Son héritage médical demeure comme un des aspects les plus énigmatiques de l'entourage intime de Hitler. Un homme qui, pendant 9 années cruciales, contrôla complètement le traitement pharmacologique du dictateur le plus influent du XXe siècle. Chimie interne, le régime de drogue qui soutint le dictateur. Entre 1936 et 1945, le corps d'Adolf Hitler se convertit en un réceptacle pour une collection extraordinaire de substances chimiques. Les registres méticuleux du docteur Theodor Morel révèlent une progression pharmacologique qui évolua depuis des remèdes apparemment bénins jusqu'à des combinaisons de drogues qui altéreraient fondamentalement la physiologie et le comportement de l'homme le plus puissant d'Europe. Pendant les premières années, entre 1936 et 1939, le régime médical se centrait sur aborder les affections chroniques spécifiques de Hitler. Le Mutaflor, une émulsion probiotique administrée oralement 3 fois par jour, constituait la base du traitement pour stabiliser la flore intestinale et soulager les flatulences persistantes qui avaient tourmenté le futur Führer pendant des décennies. Complétant cette approche digestive, Morel prescrivait antigaspienne, comprimés qui combinaient atropine et strychnine en doses soigneusement calibrées, prises avant et après des repas lourds pour faciliter la digestion. Les problèmes intestinaux requéraient aussi des interventions plus directes. Le médecin administrait des lavements de camomille préparés avec des infusions spécifiques,
appliquée directement au tract digestif pour soulager les coliques et la sensation de distension abdominale qui fréquemment incapacitaient Hitler pendant des réunions importantes. Ces traitements, bien que peu conventionnels, produisaient un soulagement immédiat et renforcèrent la confiance du patient dans les méthodes de son docteur personnel. L'insomnie chronique requérait une approche pharmacologique plus agressive. Morel prescrivait des barbituriques comme le bromnervacite, administré en dose nocturne de entre 2 et 4 tablettes de 50 mg chacune. Ces substances, bien qu'efficaces pour induire le sommeil, établirent le premier patron de dépendance chimique dans le régime pharmacologique de Hitler. Les registres médicaux montrent que, sans ces sédatifs, le patient était incapable de concilier le sommeil pendant plus que quelques heures. Pour combattre la fatigue diurne qui résultait tant de ses responsabilités politiques que des effets résiduels des sédatifs nocturnes, Morel introduisit le glyconorm, une injection intraveineuse qui combinait vitamines, aminoacides, glucose et metformine. Administré en dose de 5 à 10 ml quotidiens, ce composé fournissait une impulsion énergétique immédiate qui permettait à Hitler de maintenir son agenda politique exigeant. La transition vers des substances plus puissantes commença en 1939, coïncidant avec l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale. Les demandes physiques et mentales du leadership en temps de guerre requièrent, selon le raisonnement de Morel, des interventions pharmacologiques plus intensives. L'introduction du Pervitin marqua un point d'inflexion crucial dans le traitement. Le Pervitin, une forme synthétique de méthamphétamine, s'administrait initialement par voie orale en dose de 3 à 5 tablettes de 3 mg chacune. Les registres documentent que cette substance produisait des effets immédiats et dramatiques. Augmentation massive de l'énergie physique, plus grande alerte mentale soutenue, suppression complète de l'appétit et une confiance markedly augmentée qui frôlait l'euphorie. Quand les situations de stress extrême requéraient des effets plus rapides, Morel commença à administrer la drogue par voie intraveineuse, une pratique qui générait des pics d'activation qui remettaient abruptement en 1 ou 2 heures. Pour soutenir les effets stimulants du Pervitin, le docteur ajouta coramine, un composé de nikétamide administré en injection de 2 ml pendant des situations de fatigue extrême. Cette substance agissait comme un agoniste respiratoire qui intensifiait les effets cardiovasculaires de la méthamphétamine, maintenant Hitler dans un état d'activation physiologique soutenu pendant des réunions prolongées ou voyages épuisants qui pouvaient durer des jours. La dimension hormonale du traitement s'étendit avec l'introduction du testoviron, une préparation de testostérone dérivée de glandes bovines. Administrée en injections hebdomadaires d'1 cm3, cette substance était conçue pour maintenir la vigueur physique et la fonctionnalité sexuelle du leader allemand. Les registres suggèrent que ces injections précédaient fréquemment les visites d'Eva Braun au Berghof, indiquant une application spécifique et calculée de la thérapie hormonale. La période entre 1940 et 1943 marqua la phase de combinaison pharmacologique la plus complexe. Morel introduisit l'Eucodal, un opiacé basé sur l'oxycodone qui initialement s'administrait en réponse à des douleurs spécifiques, mais qui graduellement s'incorpora au régime quotidien comme mesure préventive. Les injections de 5 mg de Codal fournissaient un soulagement immédiat de la douleur et une sensation de bien-être général que Hitler trouvait indispensable pour affronter les tensions du leadership militaire. L'Omnadin représentait une des préparations les plus excentriques dans l'arsenal de Morel. Un tonique injectable qui combinait protéines, lipides et graisses animales extraites de divers organes bovins. Administré en dose de 10 à 20 ml après des épisodes de grippe ou affaiblissement physique général, ce composé reflétait la croyance du médecin en la thérapie glandulaire comme méthode pour restaurer la vitalité corporelle moyennant l'introduction de substances animales directement dans le courant sanguin. Pour les infections récurrentes qui accablaient Hitler, spécialement pendant les campagnes militaires dans des conditions sanitaires précaires, Morel administrait pénicilline en flacons de 2 millions d'unités internationales. Cette pratique, bien que médicalement justifiable, contribuait au patron général de dépendance pharmacologique en entraînant le système immunitaire de Hitler à dépendre d'interventions chimiques externes au lieu de développer des résistances naturelles.
La douleur et la fatigue quotidienne s'abordaient avec Optalidon, comprimé qui combinait caféine, analgésique et aspirine dans une formulation de libération rapide. Hitler consommait entre 1 et 2 tablettes selon le besoin perçu, fréquemment avant des discours publics ou réunions militaires importantes, où la présence de douleur pouvait compromettre sa performance ou projection de force. L'attentat du 20 juillet 1944 introduisit une nouvelle catégorie de traitement focalisé sur le dommage auditif résultant. Morel prescrivit omatropine, combinée avec Véritol en forme de gouttes nasales qui contenaient cocaïne et adrénaline pour soulager la congestion et la douleur dans les oreilles perforées. Cette application topique de cocaïne marqua la première introduction formelle de cette substance hautement addictive dans le régime pharmacologique de Hitler, bien qu'en concentration relativement basse qui graduellement s'augmenterait. La phase finale, entre 1944 et 1945, se caractérisa par une intensification dramatique tant dans les doses que dans la fréquence d'administration. Les registres de Morel du 20 et 1 juillet 1944 en avant montrent que Hitler recevait Eukodal presque quotidiennement, initialement en doses uniques, mais progressivement en applications multiples de 5 à 10 mg après chaque épisode de stress significatif, incluant réunions prolongées, bombardements aériens proches ou nouvelles adverses du front. Les applications intraveineuses de Pervitin s'intensifièrent jusqu'à des doses de 2 mg par voie 4 dans des contextes de haut stress, une pratique qui générait des pics d'énergie artificielle suivis par des chutes sévères qui requéraient des interventions additionnelles pour maintenir la fonctionnalité basique. Cette escalade pharmacologique créa un cycle de dépendance dans lequel chaque médicament avait besoin d'être complété par d'autres pour maintenir la stabilité physiologique fondamentale. La période postérieure au 20 juillet 1944 marqua le commencement de la détérioration physique clairement visible. Les rapports du docteur Blaschke documentent rigidité motrice notable qui affectait l'écriture et les gestes basiques, spasmes involontaires dans les mains, somnolence marquée pendant le jour qui contrastait avec insomnie nocturne, et périodes de concentration compromise qui interféraient avec des réunions prolongées. Hitler commença à exhiber ce que Blaschke décrivit comme « regard absent et moments de confusion temporelle », particulièrement pendant les heures postérieures aux injections d'opioïdes, quand sa capacité de traitement cognitif se voyait clairement compromise par les effets pharmacologiques. La documentation qui fournit la base pour cette analyse inclut les journaux personnels de Morel, connus comme la Fell-documentation, qui constitue un registre chronologique quotidien du traitement avec détails spécifiques sur dose, fréquence, justification médicale et réaction observée du patient. Les analyses de l'OSS de 1945 incluent transcription d'extraits médicaux et analyse chimique détaillée des flacons trouvés en possession de Morel au moment de sa capture. Pendant cette décennie transformatrice, Hitler évolua d'être un patient qui recevait thérapie palliative basée sur probiotiques, barbituriques et toniques vitaminiques vers devenir le récepteur d'un régime médical intensif. Guerre dosifiée, la militarisation pharmacologique de la Wehrmacht. Tandis qu'Adolf Hitler s'enfonçait progressivement dans son labyrinthe pharmacologique personnel, une révolution parallèle transformait silencieusement les rangs de l'armée allemande. La conviction du Führer dans les drogues comme instrument d'amélioration du rendement ne demeura pas confinée à son cercle intime, mais s'étendit systématiquement à travers toute la structure militaire du Reich, convertissant la Wehrmacht en la première force armée chimiquement potentiée de l'histoire moderne. L'origine institutionnelle de cette militarisation pharmacologique se trouve dans un document daté en mars 1939, quand le ministère de Santé publique du Reich émit un rapport interne qui recommandait officiellement l'usage de Pervitin pour augmenter le rendement physique et mental des soldats dans des conditions extrêmes. Ce document mentionnait spécifiquement son application recommandée dans des unités motorisées et parachutistes où la résistance prolongée et l'alerte mentale constante étaient considérés avantages tactiques cruciaux. L'implémentation ne fut pas graduelle. En août 1939, à peine quelques mois avant l'invasion de la Pologne, la Wehrmacht signa un contrat massif avec la pharmaceutique Temmlerwerk, sollicitant 35 millions de tablettes du stimulant pour les nouvelles divisions en formation. Le document contractuel
préservés dans les archives du ministère de Santé, justifiait cette acquisition extraordinaire, expliquant que les doses serviraient pour fomenter attention, courage, activité motrice prolongée et suppression de l'appétit dans des situations opératives continues. Derrière cette décision stratégique se trouvait le travail du docteur Otto Rank, professeur de physiologie à l'Université de Berlin, qui dirigea une série d'expériences entre 1940 et 1940 et un au Forschungsinstitut der Wehrmacht. Sa recherche représentait la première étude systématique de l'impact des amphétamines synthétiques dans les capacités militaires, utilisant méthodologie scientifique rigoureuse qui incluait groupes de contrôle et mesures objectives de rendement. L'étude de Rank impliqua exactement 120 volontaires militaires, soumis à preuves cognitives, physiques et de résistance dans un design expérimental double aveugle qui comparait doses de 3 mg du stimulant avec placebo identique. Les résultats furent extraordinaires. Augmentation de résistance à la fatigue pour jusqu'à 72 heures consécutives, diminution du temps de réaction en 10 à 15% et augmentation temporelle mais significative dans la force musculaire brute et la coordination motrice fine. Cependant, le rapport de Rank documenta aussi des effets adverses qui présageaient des problèmes futurs, insomnie prolongée qui pouvait s'étendre par jour, anxiété sévère qui affectait le jugement tactique, perte complète de l'appétit qui compromettait la nutrition basique et hypersensibilité auditive qui apparaissait après 48 heures d'usage continu. Ces découvertes furent incluses dans le rapport final, mais apparemment considérées comme risques acceptables donné le potentiel tactique de la substance. La première implémentation opérationnelle eut lieu pendant l'invasion de la Pologne en septembre 1939. Chaque soldat motorisé reçut 2 tablettes quotidiennes de la drogue, administrées selon protocole spécifique qui dictait le moment optimal de consommation pour maximiser l'efficacité pendant les opérations nocturnes. Les commandants de terrain rapportèrent capacité de combat soutenue qui excédait significativement les expectatives doctrinales préalables. Le succès apparent en Pologne mena à une expansion massive pendant la campagne de France en mai et juin 1940. Les ordres internes parlent de 35 millions de comprimés distribués spécifiquement pour cette opération, avec rations doubles assignées à unités Panzer impliquées dans combats nocturnes continus. Cette distribution massive convertit la Blitzkrieg non seulement en une innovation tactique, mais en le premier exemple de guerre chimiquement potentiée à échelle industrielle. Les soldats allemands développèrent nomenclature familière pour ces substances qui révélaient leur intégration culturelle complète dans les unités militaires. Les tablettes stimulantes étaient connues comme Panzer Schokolade ou chocolat de tank, tandis que parmi les unités aériennes, on les appelait tablettes Stuka, en référence aux bombardiers en piqué. Cette familiarité linguistique indiquait une normalisation absolue de l'usage de drogue comme outil militaire standard. Cependant, les rapports médicaux de terrain commencèrent à documenter conséquences imprévues. Les rapports d'État devant Hitler mentionnaient que les équipes médicales détectèrent éruptions d'insomnie sévère, irritabilité extrême et même épisodes de délire paranoïaque dans approximativement 10% des soldats en première ligne. Les lettres familiales de militaires, interceptées par services d'intelligence alliés, pointaient à effondrement nerveux complet chez des hommes qui avaient demeuré actifs sans repos pendant 5 jours consécutifs. En 1941, l'Oberkommando des Heer convoqua une commission médicale militaire qui arriva à conclusions ambivalentes. L'emploi de stimulants améliore efficacité brève, mais avec risque de dépendance, chaos en unité et affectation émotionnelle individuelle. La recommandation officielle fut maintenir doses ponctuelles pour situations spécifiques, évitant usage prolongé comme pratique standard. Cependant, la distribution des tablettes se maintint élevée due à leur efficacité tactique perçue dans opérations de guerre éclair. Le développement pharmacologique militaire atteignit son expression la plus extrême avec le projet D9 en 1944. Avec l'avance alliée menaçant le territoire allemand, le département d'armement du Reich développa une combinaison qui représentait la synthèse de toute l'expérience pharmacologique militaire accumulée, doses augmentées du stimulant original pour activation physique et mentale,
Eucodal de 5 mg pour contrôle de la douleur et suppression de la peur, et cocaïne nasale de 0,5 mg pour stimule sensoriel immédiat et agressivité augmentée. Ces composés furent prouvés dans le camp de concentration Sachsenhausen entre 200 prisonniers pendant 1944. Les rapports internes décrivaient résistance physique extrême jusqu'à 72 heures, suivie par somnolence intense et dépression sévère qui requérait intervention médicale immédiate. Le projet atteignit résultats de laboratoire impressionnants en termes de résistance humaine, mais eut succès militaire très limité et ne progressa pas au-delà de la phase expérimentale due à l'effondrement des lignes d'approvisionnement allemandes. La documentation archivistique du Reichsministerium für Volksgesundheit et de l'Oberbefehlshaber des Heer préserve ordre de paiement et dossiers avec chiffres exacts qui confirment l'échelle industrielle de cette entreprise pharmacologique militaire. En mars 1940, se registrèrent livraisons de stimulants spécifiquement à unités motorisées. En janvier 1942, dizaines de milliers de flacons de stimulants respiratoires furent distribués comme supplément dans unités médicales de terrain. Pour juin 1944, avait commencé l'approvisionnement d'opiacés et solutions nutritives après l'attentat du 20 juillet. Les cas cliniques documentés dans rapports médicaux de terrain et données d'hôpitaux militaires révélèrent patrons consistant d'effets adverses qui s'intensifiaient avec l'usage prolongé. L'insomnie persistante affectait 12% des cas, avec durée de plus de 5 jours consécutifs qui compromettait sévèrement le jugement tactique. Les effondrements nerveux survenaient chez 3 à 5% des soldats, spécialement ceux exposés à tactiques de combat continues par périodes étendues. L'irritabilité, agressivité incontrôlée et paranoïa légère s'observaient routinièrement après 48 heures ininterrompue de service actif sous influence de stimulants. Les convulsions brèves affectaient 0,5% de soldats dans unités Panzer, particulièrement après usage intraveineux, prolongé administré par personnel médical de terrain pour maintenir opérationnalité pendant opérations qui s'étendaient par jour sans interruption. Les hôpitaux militaires recueillaient ces symptômes dans journaux médicaux détaillés, recommandant constamment périodes de repos après campagnes intensives, mais ces recommandations fréquemment s'ignoraient dues aux pressions opérationnelles du front. La portée de cette militarisation pharmacologique s'étendait au-delà des unités de combat directes. Le personnel médical militaire recevait accès régulier à ces substances dues à son exposition à charge de travail écrasante causée par les pertes massives. Infirmières et docteurs de terrain consommaient stimulants parce qu'ils avaient accès direct et parce que cela leur permettait de fonctionner pendant opérations chirurgicales qui s'étendaient par jour sans interruption, sauvant vie, mais compromettant leur propre santé à long terme. La normalisation arriva au point où l'insomnie induite par drogue était considérée une caractéristique opérationnelle acceptable, non un effet secondaire préoccupant. Les soldats parlaient de dormir pendant journées complètes en finalisant les campagnes, mais ceci était devenu partie du cycle opérationnel espéré au lieu d'un signal d'alarme médicale qui requérait intervention. La correspondance militaire de haut niveau révèle que les commandants de terrain comprenaient les implications de cette dépendance chimique, mais considéraient que les avantages tactiques immédiats justifiaient les risques à long terme. Les unités allemandes pouvaient opérer continuellement tandis que les forces alliées requéraient périodes de repos nocturne traditionnelles, fournissant un avantage opérationnel significatif pendant les phases initiales de la guerre. Cependant, à mesure que le conflit se prolongea, ces mêmes commandants commencèrent à rapporter problèmes de discipline et cohésion unitaire qui corrélaient directement avec l'usage prolongé de stimulants. Les soldats expérimentaient épisodes d'agressivité incontrôlée dirigés contre civils, prise de décisions impulsives qui compromettaient objectifs tactiques et détérioration du jugement qui résultait en pertes innécessaires, spécialement quand l'approvisionnement de drogue s'interrompait dû à problèmes logistiques. La Wehrmacht était devenue une organisation systématiquement dépendante d'améliorations pharmacologiques, reflétant et amplifiant la dépendance personnelle de son commandant suprême. Cette militarisation des drogues représenta une innovation sans précédent dans l'histoire militaire, établissant patron qui influencerait le développement de stimulants militaires pendant décennies postérieures et redéfinissant fondamentalement la nature du conflit armé moderne.
Les archives militaires allemandes documentent que cette politique pharmacologique active continua jusqu'aux étapes finales de la guerre, quand l'effondrement des lignes d'approvisionnement rendit impossible maintenir la distribution de substances. Les unités allemandes qui avaient opéré sous stimulants chimiques pendant années se trouvèrent soudainement affrontant non seulement la défaite militaire, mais aussi les effets d'abstinence massive qui compromittent encore plus leur capacité de résistance organisée. L'expérience allemande avec drogue militaire avait transformé fondamentalement la nature du conflit armé, démontrant tant le potentiel destructeur que les dangers inhérents de la guerre chimiquement potentiée. Cette dimension pharmacologique de l'effort militaire nazi représentait une extension logique de la dépendance personnelle de Hitler, projetée à travers toute la structure des forces armées du Reich et amplifiant exponentiellement les conséquences de sa détérioration personnelle. Le commandement altéré, décision prise sous influence. Dans l'épicentre du commandement militaire allemand, les décisions qui détermineraient le destin de millions de personnes émanaient d'un esprit systématiquement altéré par un cocktail chimique de plus en plus complexe. Les journaux médicaux de Theodor Morell, les actes sténographiques du Führerhauptquartier et les témoignages de généraux et ministres révèlent une corrélation inquiétante entre le régime pharmacologique d'Adolf Hitler et ses décisions stratégiques les plus critiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Le premier indice significatif de cette influence apparut pendant la campagne de France en mai 1940, spécifiquement dans la décision d'arrêter l'avance vers Dunkerque. Quand les divisions Panzer allemandes étaient sur le point de compléter la destruction du corps expéditionnaire britannique piégé sur les plages françaises, Hitler émit un ordre inattendu d'arrêt qui permit l'évacuation de plus de 300 000 soldats alliés, sauvant effectivement le noyau de l'armée britannique. Les registres de Morell de ces jours cruciaux documentent un patron pharmacologique inhabituellement intense. Hitler avait reçu multiples doses du stimulant tant oral qu'intraveineux, avec des injections de coramine pour soutenir les effets activateurs. Les actes sténographiques du commandement suprême capturent oscillations d'humeur extraordinaires. Confiance extrême pendant les premières heures du jour, suivie par périodes de doute paralysant qui coïncidaient avec les heures de plus grande concentration de drogue dans son système. Albert Speer, qui fut présent pendant ces délibérations cruciales, décrivit le comportement de Hitler comme stimulé et sûr, mais mentalement nébuleux. Les généraux rapportèrent son incapacité à traiter évaluations techniques complexes, préférant décisions impulsives basées sur ce qu'il appelait son instinct infaillible. L'ordre d'arrêt à Dunkerque contredisait toutes les recommandations de l'état-major, mais fut émis pendant une période d'intensité pharmacologique particulière qui altérait sa capacité d'évaluation stratégique. L'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique en juin 1941, révéla patron encore plus préoccupant de prise de décision sous influence chimique. Pendant le printemps de 1941, tandis que se finalisaient les plans pour l'attaque la plus ambitieuse de l'histoire militaire, les registres médicaux montrent que Hitler consommait un mélange pharmacologique de plus en plus complexe. Stimulants quotidiens, injections d'obnadin, doses régulières de coramine et administration hebdomadaire de testostérone animal pour maintenir sa vigueur physique et mentale. Les actes sténographiques des réunions de planification révèlent un patron distinctif et préoccupant. Hitler montrait période de grandiloquence mégalomane, suivie par phase d'irritabilité extrême quand on questionnait ses décisions. Son insistance à accélérer le chronogramme d'invasion, malgré les réserves fondées de l'OKW et respect à la logistique et les conditions climatiques, coïncidait directement avec les périodes de plus grande stimulation chimique. Hein Guderian se rappellerait plus tard que Hitler semblait physiquement énergisé mais mentalement rigide, complètement incapable de considérer variables complexes qui ne confirmaient pas ses convictions préétablies. Cette rigidité cognitive, caractéristique de l'abus de stimulants, se manifestait dans son refus absolu de modifier plans basés sur nouvelles informations ou circonstances changeantes. La décision de diviser les forces allemandes en 3 directions principales contre la recommandation unanime du haut commandement de concentrer l'attaque sur Moscou fut prise pendant une période d'intensité pharmacologique particulière. Les généraux présents décrivent Hitler comme hypnotique dans sa conviction, mais aussi déconnecté de considérations logistiques basiques. Cette fragmentation stratégique
influencé par un état mental chimiquement altéré, contribuerait directement à l'échec éventuel de l'opération la plus cruciale du Reich. Le désastre de Stalingrad entre 1942 et 1943 fournit l'évidence la plus claire de comment les drogues distordaient systématiquement le jugement militaire de Hitler. En novembre 1942, quand la 6e armée allemande resta encerclée dans la ville, toutes les analyses tactiques professionnelles indiquaient le besoin urgent d'une retraite immédiate pour préserver les forces et établir lignes défensives plus soutenables. Pendant cette période critique, les registres de Morel documentent une augmentation notable dans l'usage du stimulant synthétique, l'opiacé eucodal et cycle continu de coramine et omnadin qui maintenaient Hitler dans un état d'altération chimique constante. Les actes sténographiques des jours 1 et 2 février 1943, préservés comme évidence dans les procès de Nuremberg, capturent intervention directe de Hitler qui renversèrent plans de repli soigneusement élaborés par l'état-major professionnel. Le général Alfred Jodl, dans son témoignage postérieur, décrivit ces sessions comme dominées par un Hitler autoritaire et déconnecté de la réalité militaire, avec une voix qui alternait entre murmures dus aux effets des opioïdes et explosions de colère quand on questionnait ses ordres. Guderian observa que Hitler semblait physiquement affaibli mais émotionnellement rigide, insistant sur une défense fanatique qui contredisait toute logique militaire et condamnait à centaines de milliers de soldats allemands. Cette persistance irrationnelle à maintenir position militairement insoutenable, caractéristique qui se répéterait pendant le reste de la guerre, corrélait directement avec les périodes de plus grande intensité dans son régime pharmacologique. Les opioïdes semblaient renforcer sa grandiloquence naturelle et son sens d'invulnérabilité personnelle, tandis que les stimulants éliminaient sa capacité d'évaluation objective, créant un état mental qui privilégiait la volonté idéologique sur l'analyse tactique réaliste. L'attentat du 20 juillet 1944 marqua une escalade dramatique tant dans la paranoïa de Hitler que dans sa consommation de substances psychoactives. Les registres médicaux postérieurs à l'attentat montrent l'introduction de cocaïne topique pour traiter ses tympans perforés, avec des augmentations significatives dans les doses de stimulants intraveineux et opiacés pour la douleur. Cette intensification pharmacologique coïncida temporellement avec décisions militaires de plus en plus irrationnelles et déconnectées de la réalité du front. Pendant les derniers mois de 1944, tandis que les forces alliées avançaient depuis l'ouest et l'armée rouge depuis l'est, Hitler ordonna la mobilisation de civils allemands, incluant enfants et anciens, pour la défense de Berlin. Les sténogrammes du bunker capturent ordres émis avec voix tremblante et spasmes moteurs sévères, refusant plan d'évacuation élaboré par l'état-major et insistant sur une défense maison par maison de la capitale qui garantissait massacres civils. Wilhelm Mohnke, commandant SS présent pendant ces délibérations finales, décrivit Hitler comme faible, frénétique, mais ferme dans une défense irrationnelle qui ignorait complètement la réalité militaire. Les ordres de résistance jusqu'au dernier homme s'émettaient pendant sessions qui coïncidaient avec les moments de plus grande intensité du traitement pharmacologique quotidien, quand la combinaison de stimulants et opioïdes créait un état de déconnexion totale de la réalité tactique sur le terrain. La corrélation entre l'état chimique de Hitler et ses décisions stratégiques devient plus évidente en contrastant les plans techniques élaborés par l'OKW avec les ordres personnels du Führer. Les planificateurs militaires professionnels recommandaient constamment pauses opérationnelles tactiques, replis stratégiques et consolidation de ressources basées sur analyses objectives. Leurs propostes étaient soutenus par analyses logistiques méticuleux, évaluation météorologique précise et calcul de capacité de combat réaliste. En contraste, Hitler, sous influence pharmacologique, ignorait systématiquement ses analyses professionnelles. Son patron de prise de décision montrait caractéristiques typiques de l'intoxication par stimulants, impulsivité dramatiquement augmentée, surestimation massive de capacités propres, sous-estimation dangereuse d'obstacles et rigidité mentale absolue qui interprétait toute suggestion de modification comme questionnement de son autorité personnelle et sa supposée connexion divine avec le destin allemand. Les témoignages directs de ceux qui participèrent à ces délibérations fournissent évidence additionnelle de cette dysfonction cognitive induite par drogue. Albert Speer, dans ses mémoires,
relate que Hitler présentait « oscillation marquée entre euphorie mégalomane et épuisement extrême » qui surgissait en patron prévisible après les injections matinales et vespérales de son régime pharmacologique. Ces fluctuations coïncidaient directement avec changements dans la qualité de ses décisions stratégiques. Heinz Guderian, bien qu'écarté des décisions centrales après 1943, commenta que Hitler semblait mentalement rigide mais physiquement épuisé, avec spasmes si évidents qu'il avait difficulté à soutenir documents pendant les présentations militaires. Ces observations physiques corrélaient directement avec périodes de détérioration notable dans la qualité des décisions stratégiques et la capacité de traitement d'informations complexes. Le général Jodl fournit le témoignage le plus détaillé sur ce patron pendant les procès de Nuremberg. Il décrivit ordres contradictoires qui s'abolissaient et se rétablissaient en cycles qui coïncidaient exactement avec les fluctuations du traitement pharmacologique. Selon Jodl, Hitler montrait grandiloquence suivie de confusion et résistance absolue à arguments logiques pendant sessions qui se prolongeaient jusqu'à coïncider avec ses doses vespérales de stimulants et opiacés. Les registres sténographiques préservés comme USA Exhibit 704-27 capturent ce patron répétitif de décisions impulsives suivies par réversion également soudaine. L'analyse de ces documents révèle que les décisions les plus irrationnelles et coûteuses en termes de vies humaines fréquemment se prenaient pendant les 2 heures postérieures aux injections intraveineuses de stimulants, quand Hitler expérimentait pics de confiance artificielle qui le déconnectaient complètement de considérations tactiques réalistes. La tragédie de cette dysfonction cognitive induite par drogue réside dans son impact dévastateur sur millions de vies. Les décisions de prolonger opérations militairement insoutenables, refuser replis tactiques qui auraient pu sauver vies et maintenir position indéfendable ne compromirent pas seulement les forces militaires allemandes, mais étendirent inutilement la souffrance de populations civiles dans tous les théâtres de guerre. Descente finale, ruines physiques et silence dans le bunker. Dans les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale, tandis que l'armée rouge avançait implacablement vers Berlin et les forces alliées convergeaient depuis l'Ouest, Adolf Hitler était devenu une ruine humaine de l'homme qui une fois domina l'Europe. Le Führerbunker, cette forteresse souterraine sous la chancellerie du Reich, se transforma en le scénario final d'un effondrement qui était simultanément pharmacologique, neurologique et politique. Les évidences visuelles de cette détérioration restèrent préservées dans fragments de matériel filmique saisis par les troupes soviétiques après la chute de Berlin. Bien qu'initialement censurés pour être considérés trop révélateurs, ces photogrammes furent postérieurement analysés par laboratoires forensiques tant soviétiques qu'américains. Les images révèlent une figure humaine dévastée, spasmes constants et incontrôlables dans la main gauche, traînement prononcé de la jambe droite, un regard vitreux qui suggère déconnexion mentale et période de mutisme partiel qui interrompait brusquement ses tentatives de communication. Les experts forensiques qui examinèrent ce matériel conclurent que les altérations motrices observées correspondaient à parkinsonisme avancé, une condition qui avait été identifiée initialement en 1940 mais qui s'était accélérée dramatiquement pendant les dernières années. L'analyse biomécanique des photogrammes confirma la présence de rigidité musculaire sévère, bradykinésie prononcée, et le caractéristique tremblement de repos qui définit cette condition neurologique dégénérative. L'état de mutisme documenté dans ces enregistrements suggérait une combinaison dévastatrice de fatigue neurologique extrême et détérioration cognitive liée à années d'abus de substances. Les techniciens forensiques notèrent que Hitler fréquemment ouvrait la bouche pour parler, mais demeurait en silence pendant périodes prolongées, comme s'il avait perdu temporellement la connexion entre intention et exécution verbale. L'attentat de Klaus von Stauffenberg, le 20 juillet 1944, avait marqué un point d'inflexion tant physique que pharmacologique irréversible. L'explosion perfora les 2 tympans de Hitler, causa dommages sévères à son équilibre interne et résulta en une inclinaison permanente de la tête qui dériva dans le traînement visible de sa jambe droite. Le docteur Werner Haas, médecin du bunker pendant les derniers mois, diagnostiqua vertige chronique et perte d'équilibre qui convertissait le simple acte de marcher en une entreprise laborieuse et douloureuse. En réponse à ce dommage auditif,
Morel avait prescrit application topique de cocaïne en forme de gouttes nasales, une pratique qui fut documentée méticuleusement dans les registres médicaux officiels. Le docteur Joseph Blaschke corrobora ce traitement, décrivant comment Hitler développa une compulsion pour se gratter le nez en cherchant le soulagement temporel que fournissaient ces applications. Les signaux d'engourdissement facial progressif et l'équilibre constamment compromis coïncidaient directement avec l'usage régulier de cocaïne nasale. Le parkinsonisme qui avait été documenté depuis 1940 et en expérimenta une progression accélérée pendant la période du bunker. Les enregistrements conservés montrent comment les extrémités supérieures de Hitler expérimentaient spasmes incontrôlables, incapables de soutenir objets simples comme verres d'eau ou documents. Les mouvements basiques pour marcher requéraient concentration consciente et effort visible, transformant chaque déplacement en une démonstration publique de détérioration physique. L'analyse médicale postérieure confirma que cette rigidité et lenteur de mouvement représentaient l'effondrement progressif des systèmes neurologiques responsables du contrôle moteur. La posture voûtée, la marche lente et traînante, et la diminution générale de la mobilité furent interprétées par spécialistes en Allemagne occidentale comme évidence définitive de parkinsonisme avancé, non comme artifice cinématographique ou dramatisation propagandistique. Traudl Junge, la secrétaire personnelle de Hitler pendant ces derniers mois, fournit observations détaillées sur la détérioration de sa capacité de communication. Dans ses mémoires, elle nota que Hitler fréquemment parlait d'une voix si basse qu'elle était presque inaudible, avec pauses prolongées entre mots comme s'il avait oublié ce qu'il voulait dire. Parfois ses lèvres se mouvaient et il y aurait silence pendant longues secondes, se rappela Jung, comme si les mots s'étaient perdus dans le chemin entre son esprit et sa bouche. Ce mutisme partiel fut interprété par les médecins présents comme une manifestation d'épuisement neurophysiologique extrême. Il ne représentait pas confusion mentale ou démence, mais l'effondrement physique des systèmes neurologiques responsables de l'articulation verbale, compromis par années de stimulants, opioïdes, et la progression inexorable du parkinsonisme. L'insomnie avait évolué d'une gêne occasionnelle vers une condition absolument débilitante. Les registres médicaux de Morel, avec témoignages d'autres occupants du bunker, documentent que Hitler dormait moins de 2 heures par nuit pendant avril 1945. Multiples combinaisons de sédatifs, incluant barbiturique et opioïdes, produisaient peu ou aucun effet somnifère, indiquant une tolérance pharmacologique massive développée pendant années d'usage soutenu. Cette incapacité à se reposer aggravait exponentiellement tous les autres symptômes neurologiques. Les spasmes s'intensifiaient avec la fatigue accumulée, la confusion mentale augmentait pendant les après-midi et sa capacité de concentration se réduisait à périodes de minutes au lieu des heures requises pour diriger opérations militaires complexes. La crise pharmacologique la plus sévère arriva en avril 1945 quand l'effondrement des lignes d'approvisionnement allemandes rendit impossible d'obtenir les substances qui avaient soutenu Hitler pendant années. Le codal, la morphine et autres opioïdes qui constituaient la base de son régime quotidien simplement disparurent des entrepôts médicaux. Morel, incapable de continuer fournissant ces substances vitales, fut forcé de substituer injections d'opioïdes avec simple dose de glucose. Les symptômes d'abstinence furent immédiats et dévastateurs. Les registres médicaux documentent sudation excessive qui trempait constamment ses vêtements, spasmes qui excédaient même ceux causés par le parkinsonisme, anxiété aiguë sans composants hallucinatoires, nausées continues qui empêchaient l'alimentation basique et faiblesse générale qui rendait difficile se maintenir debout pendant périodes prolongées. Bien que Hitler n'expérimentât pas les hallucinations typiques de l'abstinence sévère d'opioïdes, son système nerveux clairement luttait pour fonctionner sans les substances qu'il avait soutenues artificiellement. Le 27 avril 1945, Hitler renvoya finalement Theodor Morel. Selon témoignages présents, il fit un commentaire similaire à « c'est suffisant avec ces injections », suggérant une reconnaissance consciente, bien que tardive, de sa dépendance pharmacologique. Ce refus final de son médecin personnel marqua le commencement des derniers jours sans intervention chimique, période pendant laquelle ses fonctions corporelles basiques luttèrent désespérément pour s'adapter à l'absence de substances qui avaient régulé artificiellement sa physiologie pendant presque une décennie. La combinaison de parkinsonisme avancé, dommages auditifs chroniques,
insomnie totale et abstinence soudaine d'opioïdes créa un tableau clinique de souffrance physique extraordinaire. Les symptômes cumulatifs incluaient fatigue si extrême que demeurer conscient requérait effort volontaire constant, spasmes qui s'accentuaient tant en repos que pendant toute tentative d'activité, altération sévère de la parole qui rendait la communication laborieuse, regard défocalisé qui reflétait la déconnexion neurologique et épuisement chronique qui était évident pour tout observateur. Les témoignages directs de ceux qui partagèrent ces derniers jours fournissent confirmation consistante de cette détérioration physique catastrophique. Trodde Ljunghe décrivit sa voix comme toujours tremblante, distante et monotone, et nota sa courbure progressive et la lenteur extrême pour réaliser mouvements basiques comme se lever d'une chaise ou soutenir documents. Joseph Goebbels, ministre de la Propagande, nota dans ses dernières entrées de journal que Hitler ne prononça pas discours cohérent, ses yeux vides ne transmettaient rien, son visage avait perdu couleur et force. Goebbels documenta aussi que sa main tremblait violemment en étendant un verre d'eau, une observation qui confirmait la détérioration motrice évidente même pour tâches élémentaires. Wilhelm Mohnke, commandant SS et un des derniers défenseurs du bunker, fournit peut être la description la plus crue. Il dit avoir vu Hitler complètement éteint, faible, presque muet, et ajouta que le Führer ne se mouvait pas sans aide pendant le siège final. Ces témoignages coïncidant en signalant la perception d'un corps complètement affaibli qui maintenait fonctions cognitives basiques, mais qui était dévasté par la maladie neurologique et l'effondrement pharmacologique. Les fragments du métrage filmé par équipe de propagande nazie furent saisis et préservés dans archives soviétiques et américaines. Les techniciens forensiques qui analysèrent ces matériaux entre 1946 et 1948 réalisèrent études détaillées des photogrammes disponibles. Leur rapport, synthétisé dans la publication The Death of Adolf Hitler de 1968, documentaire spasmes visibles, rigidité musculaire sévère, pause prolongée en parlant, posture voûtée prononcée, regard défocalisé persistant et respiration entrecoupée qui suggérait effort physique constant simplement pour maintenir fonction basique. L'analyse biomécanique confirma la présence simultanée de parkinsonisme avancé et symptômes d'abstinence d'opioïdes, une combinaison qui aurait causé souffrance physique extrême. Les experts médicaux qui révisèrent ce matériel conclurent que Hitler expérimentait douleurs constantes, faiblesse musculaire sévère et compromis neurologiques qui affectaient tant les fonctions motrices que la capacité d'articulation verbale. Malgré cet effondrement physique dévastateur, les documents officiels signés le 29 avril 1945 révèlent une clarté mentale surprenante. Son testament politique et personnel contient références légales précises, instructions organisationnelles détaillées, délégations spécifiques de responsabilité et expression cohérente de sa volonté personnelle. La dictée fut réalisée sans évidence d'incohérence verbale, spasmes qui interférassent avec la signature ou confusion conceptuelle. Cette préservation de facultés cognitives basiques, contrastée avec la détérioration physique extrême, démontre que la dépendance pharmacologique et le parkinsonisme avaient compromis son corps sans détruire complètement sa capacité intellectuelle. Hitler conserva suffisante clarté mentale pour comprendre l'inévitabilité de la défaite, prendre décision finale sur la succession politique et articuler ses instructions finales avec précision légale. Les images reconstructives basées sur analyse forensique des derniers jours présentent un contraste dévastateur avec les représentations propagandistiques du Führer dans son apogée. L'homme qui une fois s'était présenté comme l'incarnation de la vitalité aryenne avait été réduite à une figure avec spasmes incontrôlables, voûtée, dépendante d'assistance pour mouvements basiques et clairement souffrant les effets cumulatifs d'années d'abus pharmacologiques systématiques. Les derniers registres médicaux disponibles, compilés par le docteur Haas pendant avril 1945, documentent un patron de détérioration accélérée qui coïncidait directement avec l'interruption soudaine du régime pharmacologique. Sans les opioïdes qui avaient masqué la douleur du parkinsonisme, sans les stimulants qui avaient fourni énergie artificielle et sans les sédatifs qui avaient permis période minimale de repos, le corps de Hitler expérimenta un effondrement systémique. L'ironie finale de cette dépendance pharmacologique
résidait dans son invisibilité pour Hitler lui-même. Les registres suggèrent qu'il ne comprit jamais complètement le degré de sa dépendance chimique, attribuant ces symptômes à tension du leadership au lieu de reconnaître qu'il avait développé une addiction pharmacologique massive qui compromettait tant sa santé que sa capacité de jugement. Pendant les dernières semaines, tandis qu'il dictait ordre de résistance fanatique et refusait plans d'évacuation qui auraient pu sauver vies civiles, Hitler opérait dans un état de détérioration physique si sévère que les mouvements basiques requéraient efforts conscients. Ses décisions militaires finales émanaient d'un esprit qui, bien que techniquement fonctionnel, opérait dans un corps dévasté par années d'interventions chimiques systématiques. Le suicide du 30 avril 1945 représenta la fin logique d'une progression qui avait commencé avec traitements médicaux apparemment légitimes en 1936. La capsule de cyanure et le coup de pistolet qui terminèrent sa vie constituèrent les dernières drogues dans un régime pharmacologique qui avait duré presque une décennie et avait altéré irrévocablement tant sa physiologie personnelle que le cours de l'histoire mondiale.